Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour. Et on est très heureux de t'avoir avec nous et que tu as accepté cette rencontre. Patricia, on s'est rencontrés lors d'un travail avec la RMN et Grand Palais, avec l'équipe pédagogique de Sophie Radix, l'équipe pédagogique de la RMN Grand Palais, à l'occasion d'un travail sur l'Expo Gréco 2019-2020. Voilà, et on avait échangé, et entre autres, j'avais perçu dans le peu de temps qu'on a travaillé ensemble quelque chose de neuf, un œil neuf lié à ton parcours, à ton histoire, à ton chemin. Et cette manière de guider, voilà. Et puis ensuite, dans la visite famille que tu avais créée, qu'on avait co-créée ensemble, j'ai pu voir le caractère particulier, la présence. J'ai été frappé par la présence avec laquelle tu guidais. Voilà, et du coup, c'est typiquement une belle rencontre, parce qu'on pense chez nous que le métier de guide, de médiateur ou de guide conférencier a énormément d'avenir, mais simplement, il faut changer de braquet. C'est-à-dire qu'il faut changer il faut faire évoluer la manière d'être présent, il faut que les guides conférenciers puissent être plus libres dans leur manière de transmettre, et que l'art de la parole soit aussi un art de la présence. Que chacun puisse développer sa propre entreprise. Les prix, dans ces cas-là, ils peuvent monter, et le plaisir est décuplé. Moi, j'en ai la preuve avec tous les dossiers, tous les clients qu'on accompagne dans des nouvelles formes de guidage qui nous disent on est plus heureux, voilà, et nos clients, on a plus de liens. Voilà, donc j'arrête d'être bavard. Patricia, on a peu de temps, parce qu'on a 50 minutes. Oui. Tu as préparé des petites choses. Donc, voilà, ce qui nous apportait aujourd'hui, c'est d'entendre un petit peu ton expérience, ton parcours, et vraiment cette notion de comment tu vois ton métier, comment tu vis ton métier, puis comment l'apport de toutes ces années que tu as passées sur scène, mais tu vas nous expliquer tout ça, apporte dans ton métier de guide. Hein. Tu n'es pas ici parce que tu fais des vidéos théâtralisées, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Mais c'est cet apport de l'expérience du corps et du spectacle vivant. Et le guidage, ce n'est pas autre chose que du spectacle vivant. Hein. En tout cas, c'est de l'interaction vivante. Voilà, j'arrête de causer. Allez, je te donne la parole, Patricia. Merci. J'ai préparé un petit PowerPoint, donc je m'y colle. Voilà. Ça commence justement par une… attendez, j'essaie de me mettre déjà en plein écran. Hop. Voilà, et je commence par une photo justement de cette fameuse exposition Gréco où on s'est rencontrés. Je vais… Oups, ça c'est des flûtes. Je vais juste commencer par quelques mots sur mon parcours. J'ai fait des études d'anglais pour commencer à l'université d'Aix-en-Provence. C'est là où j'ai rencontré le théâtre. Et donc, après ces études d'anglais, j'ai décidé de devenir comédienne. Donc, j'ai fait des études notamment à l'école Florent. Et ce qui est, j'ai comment dirais-je, j'ai retrouvé ces photos et comme elles m'amusent beaucoup, je les partage rapidement. Pour gagner ma vie, j'ai fait des trucs incroyables. Donc, notamment, j'ai été modèle pour des agences de photos généralistes. Et du coup, je me suis retrouvée, comme vous voyez, sur la couverture de Que choisir, là, ou bien sur la couverture d'un catalogue pour les Thermes d'Aix-les-Bains. C'était des trucs assez rigolos. Et puis, j'ai commencé à travailler donc dans le théâtre assez vite. Je vous fais défiler des petites photos comme ça assez amusantes. Ce qui est rigolo dans celle-là, ce que j'ai trouvé rigolo dans celle-là, c'est qu'il y a déjà, je suis en train déjà de montrer quelque chose, ça m'a fait, ça m'a amusé. Je vous montre aussi rapidement, je m'échappe pour vous montrer, j'arrête de partager ça, pour vous montrer un petit film pour évoquer le côté justement très physique du métier de comédienne. Alors, je vais vous en montrer un exemple assez… alors, si ça veut bien… Alors, je n'arrive pas à le mettre sur mon… Pourquoi est-ce que mon film n'arrive pas sur le… En fait, il faut que c'est parce qu'il faut que je sois sur le desktop, je pense. Il faut que ta boîte de film, ta vidéo, ta boîte soit prête, et ensuite tu fais partager, tu choisis ta boîte. Mais ma boîte est prête normalement, mais elle ne s'affiche pas sur l'écran. Bah, écoute, c'est pas grave, on ne verra pas le film, on s'en fiche. C'est bon, voilà. Si. Ça fonctionne. Donc là, vous le voyez? Ouais. Ok. Donc, petit film très rapide, voilà, ou un spectacle qui demandait beaucoup d'engagement physique, comme vous allez voir. Là, c'est moi.
C'est une répétition, hein, c'est voilà, une répétition de spectacle où on devait vraiment s'engager, comme vous pouvez le voir physiquement. Le numéro n'est pas encore complètement au point. Et moi, je suis en rouge. C'était le début des années 90. Ouais. Voilà, la confiance dans les autres aussi, hein, quand on fait des chutes, ça c'est super important. Voilà, et on va s'arrêter là, ça suffit. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui pour moi est fondamental, hein, dans le guidage, c'est vraiment d'être physiquement extrêmement présent. Il faut être en forme, parce que, en tout cas, moi, je le vis comme ça, hein, ça me demande énormément d'énergie. Je vais repasser à ma présentation. Voilà. Donc ça, c'était dans les années 90. Voilà, quelques autres photos, hein, de différents spectacles. Ça, c'est assez rigolo. C'était l'Orient Express. C'était aussi des petites formules où on travaillait dans le train. On était censé faire ce qu'on appelait une murder à l'époque, c'est-à-dire qu'on racontait une histoire de meurtre, hein, comme dans Agatha Christie. Et moi, je jouais une soubrette et j'ai remarqué à cette époque-là que le costume déclenchait, notamment chez la gente masculine, des attitudes tout à fait singulières. Et puis, enfin, ça, c'est le dernier spectacle que j'avais coécrit avec ma camarade Martine Tinière, qui est habillée en blanc ici. Et ce spectacle s'appelait Les Mauvaises. Et comme vous voyez dans l'affiche, on saluait dès l'affiche. On faisait tout un petit peu à l'envers dans ce spectacle. Et c'est un spectacle qui a pas mal tourné. À ce moment-là, je vais juste parler d'âge aussi. J'ai attrapé 50 ans à la fin de l'exploitation de ce spectacle, et la passion du théâtre m'a quittée, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai repris des études. J'avais fait avant des études de gestion des institutions culturelles, donc j'ai repris des études à Saint-Denis en me disant, je vais m'orienter vers une gestion plutôt européenne de projets culturels. Et puis, arrêter le partage si tu n'as plus besoin. Comment? Tu n'as plus besoin du partage? Non. Ah, d'accord, je l'arrête quand j'en ai plus besoin. Ouais. Et du coup, en fait, les études de gestion m'ont ennuyé vivement. Mais dans ces études, je rencontre un prof d'histoire de l'art qui est absolument merveilleux, qui s'appelait Monsieur Léglise Costa. J'avais 1 heure de cours par semaine. Et là, j'ai trouvé vraiment, enfin voilà, j'étais extrêmement attirée par ça. J'ai repris des études, pif paf pouf, on est en, je sais plus quelle année, j'ai eu mon master 2 en 2015. Je passe donc une licence professionnelle de guide conférencier parce qu'il le fallait encore à cette époque-là. Et donc, j'ai commencé à travailler en 2017. Donc, je suis jeune, hein, malgré mes cheveux blancs, je suis assez jeune dans ce métier. Une jeune guide. Une jeune guide. Alors, juste, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui démarrent ou qui ne démarrent pas. J'ai fait ce que je savais faire quand j'étais comédienne, c'est-à-dire que je me suis fait faire des belles photos de guide, carte de visite, etc. Et puis, j'ai rencontré une fille avec qui je me suis associée. Et on a commencé à créer un site internet et on a commencé à proposer des visites. Et puis entre-temps, en 2019, je suis rentrée à la RMN, j'ai eu la chance de rencontrer les équipes de la RMN et de travailler pour eux. Et ce qui m'a donné quelque chose de formidable, c'est la répétition. Avec la RMN, je peux par exemple présenter une exposition 45-50 fois, ce qui n'est pas le cas quand je suis indépendante, bien sûr. Et ce phénomène de répétition, je vais y revenir. Alors, je vous propose juste d'aborder 2 choses, à la fois ma préparation, comment je fais pour me préparer. En fait, j'aborde vraiment les visites comme un texte de théâtre. Et donc, première partie préparation, deuxième partie la pratique. Quand on me propose une exposition ou quand moi je décide de travailler sur une exposition, je commence par aller la voir, bien sûr, ça c'est inévitable, et je vais la voir au moins 2 fois, si ce n'est plus. Et la première visite est la plus importante pour moi. C'est une visite que je fais rapidement. Je ne m'arrête jamais sur les cartels. J'essaye c'est une sorte de visite générale. Et j'essaie de recevoir l'exposition dans son ensemble. C'est exactement la même chose quand on lit un texte de théâtre pour la première fois. On ne s'attache pas
comment dirais-je, au détail. Il faut essayer de ne pas lire le texte que du point de vue de son personnage, mais le lire de manière globale pour avoir une couleur, un goût, une atmosphère. Donc ça, c'est ma première visite. En général, je la fais vraiment assez vite et je ressors. Mais je vais essayer de garder en mémoire ce qui m'a frappé. Il y a en général plusieurs œuvres qui ressortent. Et celles-là, je vais les garder en mémoire. Et puis, la deuxième visite que je fais, elle est beaucoup, beaucoup plus détaillée. Évidemment, là, je photographie toutes les œuvres, tous les cartels. Je filme même parfois. Comme vous toutes, je suppose, je me procure toutes les docs qui existent. J'essaye d'assister à la présentation des commissaires. Parfois même, j'essaye de suivre des collègues. C'est très, très intéressant aussi de suivre des collègues. Et une fois que j'ai fait tout ça, je me mets à écrire un premier texte. Et j'essaye de retrouver les sensations de cette première fois. Et je les combine avec ce que j'ai découvert en travaillant, évidemment en lisant toutes les docs. Et ça me permet d'établir une sorte de chemin avec des moments forts. Et en général, ces moments forts, c'est les œuvres qui m'ont frappé donc dans ma première visite. Pour avoir une notion de temps, j'ai élaboré au fil des années là, une espèce de gabarit en fait. J'écris toujours avec la même police de caractère, même interlignage, etc. Et je sais donc exactement si j'écris tant de lignes, tant de pages, ça fait comment dirais-je une timeline. Je vais donc durer 30 minutes, 45 minutes, etc. Et du coup, j'arrive à calibrer bien mon temps de parole dès l'écriture de ce premier texte. Et en général, c'est important parce que souvent, on vous demande un timing très précis. Il faut durer 1h15 ou 1h30 et j'arrive à le respecter du coup pas trop mal avec ce système de calibrage. Pour moi, une bonne visite, ça n'excède pas 1h15. Parce que je pense que l'attention des gens, c'est déjà énorme, 1h15, et enfin, il me semble que ça suffit. Alors, pour ce qui est du fond de mes interventions, en général, le fil directeur de la visite, je le trouve, si l'exposition est bonne, si la scénographie est bonne, il n'y a aucun problème. Je le trouve, le texte s'écrit tout seul, j'ai qu'à suivre le fil et m'approprier les propos du commissaire. Je vous montre juste pour le plaisir. Ça, c'était... Voilà. Non, ça, c'est encore d'autres trucs. Voilà. L'exposition Boldini, par exemple, si vous n'êtes pas allé la voir, je vous la recommande absolument. C'est une exposition qui a une excellente dramaturgie, qui a du rythme, qui a une scénographie formidable. Et du coup, quand j'écris autour de cette exposition, j'ai strictement rien à inventer, j'ai qu'à me laisser porter. Je vous montre juste pour le plaisir la dernière salle de l'expo. On a vraiment l'impression d'être sur un catwalk, vous savez, sur une espèce de scène où il y aurait des mannequins qui défilent. Et en fait, regardez, au mur, vous avez tous les tableaux qui représentent. On n'a rien en partage là pour l'instant. Merde, c'est moi. C'est quelle expo parce que tu as parlé vite, on n'a pas compris. Boldini, Petit Palais. Attends, je reviens. Voilà. Là, vous devriez la voir. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, pardon. Donc, la scénographie formidable. Regardez comment là, vous avez l'impression, il y a la deuxième partie de l'exposition Boldini, c'est d'énormes portraits absolument géniaux. Et en fait, on a l'impression que les portraits regardent littéralement les robes. C'est tout un échange entre les portraits et les robes. Bref, il y a une scénographie géniale. Quand une expo est comme ça, franchement, il y a juste à suivre. Il y a des cas moins faciles où la scénographie, par exemple, elle est... en tout cas pour moi-même, encore une fois, c'est très subjectif tout ce que je dis. Je vous montre par exemple, c'était une exposition à la fois magnifique, c'était Georgia O'Keeffe au Centre Pompidou, mais la scénographie était extrêmement froide. Et comme je n'avais pas le temps de vraiment la retravailler pour moi, en fait, du coup, je ne l'ai pas présentée. J'étais tellement rebutée par la présentation elle-même que je me suis dit, j'ai vraiment pas le temps de m'y coller. Et encore, troisième cas de figure, il y a des expos où il y a des manques. Par exemple, une expo d'architecture où il n'y a aucune carte, vous ne pouvez absolument pas situer où sont les œuvres dont on vous parle, il n'y a pas de maquette, l'architecture c'est quelque chose qui est en 3D et vous n'avez rien pour vous projeter. À ce moment-là, j'ai un énorme boulot, me semble-t-il, pour justement pallier à ces manques-là et tout ça, je le fais au moment de l'écriture. C'est-à-dire que je me dis, ah oui, là, j'ai envie de dire ça, mais j'ai
j'ai pas d'image, donc je vais aller les chercher. Et pendant cette phase d'écriture aussi, je me préoccupe de vocabulaire, c'est-à-dire que, mais vous le savez sûrement, mais il y a des, comment dirais-je, l'architecture, par exemple, c'est un vocabulaire tout à fait singulier. Et pour ne pas chercher mes mots pendant la visite, pour être fluide, voilà, justement, pour pas chercher mes mots, je révise mon vocabulaire et je me fais une petite fiche souvent avec juste des mots pour me rappeler, voilà, pour ne pas les chercher justement. J'avais une première question, Patricia. Ouais. Tu es en train de nous expliquer que dans ta méthode de conception, il y a à la fois une première visite qui est une visite d'émerveillement, en fait. J'entends ça comme ça. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies toi-même au départ des flashs qui sont les endroits où ça envoie, où tu es touché par des émotions. Ouais. Après, tu rentres dans un travail d'écriture. Mais dans ce travail d'écriture, visiblement, alors, moi, je t'ai vu en visite, on n'a pas du tout la sensation que tu as écrit quoi que ce soit. Ah, mais bien sûr. Hein, ça, Ah, mais bien sûr. une Ça, c'est ma certitude. préparation. C'est la préparation pour après être complètement libre. Mais ça veut dire que tu as un texte qui est écrit, mais que qui est un squelette qui va te permettre d'être libre derrière, c'est ça? Exactement. En impro autour de ton texte. Exact, absolument. C'est une espèce de contrainte que je me donne. Ça me donne des bornes, ça me donne un, je ne sais pas comment expliquer ça, ça me donne un squelette. Et puis, comme je le maîtrise, ça, parce que je l'ai écrit, parce que machin, je me sens, après, je suis vraiment, vraiment tranquille. Mon objectif, en fait, de toute cette préparation, c'est d'arriver à la première visite. Elle va évidemment pas être la plus fluide, mais elle va être rythmée. Je me sens à ma place. Tu vois, tout ça, ça va me rassurer, en fait. Mais toute cette préparation. Mais quand tu faisais du théâtre, tu avais Ouais. un texte et tu étais par contre contraint d'y rester dans le texte. Sauf si tu étais dans des séances d'impro ou dans les murder parties où effectivement tu as un rôle à jouer à la télé. Oui, mais tu as toujours tu avais une trame un plan très. d'improvisation. Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, le texte, il a juste vocation à. C'est-à-dire que ton expérience du théâtre, elle te donne de la liberté par rapport à un texte qui est ferme et tenu avec un vrai contenu. Exactement. C'est ça? OK. Et même après, je le réduis, tu vois. Après, je le réduis spatialement, mon texte. C'est-à-dire que je sais dans chaque salle, du temps dont, à peu près, si je veux équilibrer ma visite, du temps dont je dispose, parce que pour moi, le truc essentiel, c'est le rythme. Hein. Il faut que ça swing. Donc, toutes ces contraintes m'aident à avoir comme une attitude musicale hein, par rapport à la visite. Et puis, aussi, au moment où j'écris tout ça, si tu veux, je suis confrontée à des questions. Par exemple, et pourquoi je dis ça? Parce que ces questions-là, je me les pose à moi-même et je me dis, tiens, ben, je vais pouvoir les poser au public. Parce que je me suis rendu compte que si tu commences à connecter avec le public tout de suite, pas très vite, si tu le mets en action très vite, ça va bien se passer. Et pour le mettre en action, tu vas lui poser des questions auxquelles il peut répondre, bien sûr, ou tu vas lui raconter une petite anecdote qui va raccrocher à du réel, à quelque chose qu'il connaît, à un contexte qu'il connaît, et ça va, et ils vont eux aussi être rassurés. Parce que c'est ça le truc. Dans mon expérience de comédienne, il m'est arrivé de jouer devant des publics qui n'étaient jamais allés au théâtre. Par exemple, dans des lycées professionnels, c'était une expérience, on arrivait avec un camion qui était un ancien cinéma itinérant, et en fait, on rentrait dans ces lycées professionnels et on ouvrait une scène de théâtre, et les gosses, c'était des gosses qui n'étaient jamais allés au théâtre, et ils rentraient là-dedans, mais c'était un émerveillement total, et j'en ai entendu un dire un jour, « Oh bah si c'est ça le théâtre, j'y retourne ». Et du coup, j'ai perdu le fil de mon truc. Non, c'était sur la rassurance. Voilà, et toujours essayer de rassurer. Par exemple, anecdote, dans l'exposition pionnière sur laquelle je travaille en ce moment, il y a des chronologies dans toutes les salles. Dans la première salle, il y a une chronologie sur le droit des femmes. Le droit des femmes, bon, c'est une chronologie assez sérieuse, etc. Moi, j'essaye toujours aussi, évidemment, comment dirais-je, je travaille de manière très sérieuse. Hein. Je pense que les infos sont absolument capitales et il faut être très, comment dirais-je,
très c'est pas sérieux le mot, mais c'est très limite scientifique. Enfin, voilà. Mais je pense que pour rassurer les gens, il faut aussi réussir à se décaler un tout petit poil. Chronologie du droit des femmes, qu'est-ce que je fais? J'évoque évidemment le droit des femmes, où on en est, où on en était. L'exposition, elle se passe pendant les années folles. Donc je dis où on en était pendant les années folles. On était encore sous le Code civil de Napoléon, etc., ce que ça implique. Et à ce moment-là, je décroche et je parle du pantalon. Et je dis qu'à cette époque-là, par exemple, le pantalon était interdit, même si tout le monde enfreignait cette loi. Et à ce moment-là, je pose une question, mais au fait, vous portez des pantalons, est-ce que vous savez depuis quand on a le droit, dans la loi, de porter des pantalons? Je vous pose la question à toutes et à tous ici, est-ce que vous savez? Et en général, il y a souvent quelqu'un qui trouve, et en fait, c'est 2013. Et là, évidemment, j'ai une réaction. 2013, mais on porte des pantalons depuis toujours. Et j'essaye toujours d'avoir des petites anecdotes comme ça qui raccordent à quelque chose que les gens connaissent. C'est vachement important qu'ils se sentent dans le coup, je ne sais pas comment dire. Ils se sentent accueillis. Mais c'est ça ce que tu appelles rassurer, parce que dans la petite note que tu m'avais fait passer, tu parlais de ça. Tu disais ce besoin de rassurer. C'est ça? C'est-à-dire que c'est le. Mais rassurer, ça, et c'est aussi. Rassurer par rapport à quoi? Rassurer par rapport à que le musée, c'est pour moi. Là où je viens, c'est pour moi. J'y ai quelque chose si tu veux, moi, public, c'est pas quelque chose d'étranger. Enfin, autre exemple, dans toujours cette expo, il y a une tête d'une sculpture qui est en fait une ébauche, si tu veux, pour un monument qui a été fait aux victimes du Titanic. Donc, pendant ma phase d'écriture, moi, je suis allée chercher, évidemment, le monument en son entier pour comprendre d'où venait la tête. À ce moment-là, ça, je vais vous le montrer parce que c'est assez délicieux. À ce moment-là, je tombe sur une photo absolument géniale où alors, attends, c'est où? Voilà. Le monument, c'est ça. J'espère que vous le voyez. Et vous voyez qu'on retrouve là Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans le Titanic de James Cameron. Et bien évidemment que ça, que je vais m'en servir parce que les gens le reconnaissent en général et ça rassure. Parce que j'ai fait arriver dans l'histoire de l'art, au musée, dans un endroit qui est vachement impressionnant, quelque chose que je connais, moi, public lambda. Et du coup, je me sens, tu vois, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autres comme exemple? Non, mais sur la rassurance, ça va. Sur l'écriture, c'est ça. Autre chose que je fais aussi, c'est que au théâtre, on n'arrive jamais au dernier moment, évidemment, hein, au théâtre. Moi, j'arrive jamais au dernier moment au musée. Je suis toujours là en avance pour prendre l'atmosphère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour moi pour être justement ce que tu disais au présent. Pour être aussi pour moi être centré, pour quitter de là où je viens, pour être là. Vraiment là, dans cette expo, avec ces gens-là, à ce moment-là. Et c'est très utile d'être au milieu du groupe, tu vois, pendant qu'ils s'équipent, par exemple, d'audiophone, etc., pour parfois nommer des choses. Par exemple, quand il y a foule, moi je nomme le fait qu'il y a foule, mais on va s'en sortir et je me mets, c'est en réfléchissant pour aujourd'hui hein, que j'ai pris conscience de ça. Et en fait, je me mets avec eux. Je ne suis pas en position de sachant dehors, machin, je suis vraiment à l'intérieur. Et je fais aussi quelque chose, en général, ça j'y tiens beaucoup, c'est difficile, mais au théâtre, il y a un metteur en scène qui s'appelle Claude Régis qui faisait ça beaucoup pour mettre les gens en condition, pour essayer, parce que tout le monde vient d'un ailleurs qui est plein de mouvements, on est dans un autre espace-temps hein, quand on arrive au musée ou quand on arrive au théâtre. Et Claude Régis, par exemple, ce metteur en scène, quand tout le monde était rentré au théâtre, il faisait le noir, comme on fait d'habitude, avant de faire la lumière sur le plateau. Sauf que le noir public, il durait plusieurs minutes. Et du coup, il y a quelque chose où les gens se sentent eux-mêmes et commencent à lâcher le rythme de la ville pour rentrer dans autre chose. Et ça, j'essaye de le faire, moi, au musée. Alors, il y a un musée qui est génial pour ça, c'est le musée de l'Orangerie, parce que Monet lui-même, il avait prévu, quand tu arrives,
quand tu arrives juste avant les nymphéas, il y a une petite salle, un petit pronaos qui était censé être un sas pour justement que les gens se mettent en condition de rentrer dans les nymphéas. Moi, j'essaye de faire ça. Alors, à l'exposition Gréco, par exemple, il y avait un grand escalier avec un palier. On pouvait faire une première étape là et commencer à changer d'espace-temps. Dans l'expo pionnière, par exemple, ce que je fais en général, c'est qu'il y a un film qui dure quelques minutes. Donc, je mets les gens un peu devant ce film. Ça les met déjà dans un... Comment dire, ça les plonge dans autre chose et hop, on va lâcher un petit peu d'où on se rend plus disponible, si tu veux. C'est ça un peu mon truc. Ça veut dire que ce que tu appelles le SAS, c'est vraiment un lieu choisi, un temps choisi, où quand tu dis tu te mets au centre, ça veut dire que tu te mets vraiment au centre du groupe. Ouais. Tu disais pendant qu'ils s'équipent, s'il y a des audiophones, ou pendant, et s'ils n'ont pas à s'équiper, tu es au milieu d'eux, mais ça veut dire que tu es dans un dialogue totalement informel avec eux pour les accueillir, c'est ça? Oui, ouais. Je prends ce temps-là, tu vois, et ouais, je crois que c'est... Ok. Est-ce que déjà, on va peut-être stopper parce que vous avez vu... moi, je peux y aller. Patricia, c'est une fille qui est folle. Et donc, bon, on peut passer des heures comme ça. Et du coup, ça part très vite. Est-ce que vous avez déjà des questions? N'hésitez pas à ouvrir le micro. On peut prendre, c'est bientôt midi, on peut prendre 2-3 minutes pour une question particulière. Comme ça, on continuera après. Est-ce que l'un ou l'autre a des questions? Allez-y, hein, vous ouvrez le micro, vous mettez votre caméra. Est-ce que quelqu'un veut déjà poser une question? Rien pour l'instant? On n'a pas le droit de se payer des blancs de plus de 15 secondes. Hein, donc ça, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà, Patricia, tu as la parole. Allez, on continue. Alors, on a parlé… de ça. Je voulais juste dire… ouais, donc ça, c'est ce petit moment de ça où je ne parle pas forcément de ce qu'on va voir, mais j'essaye de trouver quelque chose qui donne envie. Tu vois, je fais peut-être un teaser, on dit ça au cinéma, tu vois, de déclencher un désir aussi chez les gens, vous allez voir, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme une sorte de petite promesse que tu balances pendant ce temps d'accueil. Voilà. Alors, on a 2 questions, Patricia. Ouais. Là. Alors, il faudra que tu répondes vite. Combien de temps tu comptes pour une préparation de visite? Tu as une nouvelle expo, tu sais que tu vas la faire, tu vas y consacrer combien de temps? C'est Delphine qui nous propose. Entre la visite de l'expo, machin, etc., moi, je dirais 2 jours. 2 jours, ta première visite, ton travail, ça veut dire que tu travailles vite. Si tu as du boulot, il peut y en avoir plus, d'accord? Donc, tu dis 2 jours, préparation de visite. OK. Ouais. Tu ne fais jamais sur ces visites-là, tu n'as pas la possibilité de faire un essai à blanc. C'est-à-dire de faire j'essaye de le faire, je propose à mes copains. Ouais. J'aime beaucoup, hein. Mais bon, ils ne sont pas toujours dispo, quoi. Donc, okay. Alors, il y a Nadia qui nous dit, avez-vous essayé de proposer de vivre ce noir en début de visite en fermant les yeux 30 secondes, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut essayer. D'accord. Il faut essayer. Voilà. Ça dépend aussi. Ça dépend. Il y a un truc aussi qui est vachement important, c'est de prendre la température des gens qu'on a en face de soi. Évidemment, il y a des groupes qui vont être disponibles. Par exemple, quand tu as des adolescents ou quand tu as des… Voilà, c'est très, très différent. Et à ce moment-là aussi, je m'adapte selon les groupes. J'adapte même mon discours, en fait. J'adapte même toute ma visite suivant les groupes parce que, voilà, je ne sais pas comment… Okay. Je ne suis pas très précise, mais… Comment tu m'avais mis, et puis on va avancer. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé. Tu parlais du désir d'être là. Ouais, mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ouais, ça, je ne suis pas très inquiet parce que chez toi, c'est, je pense, tous les matins que Dieu fait, le désir d'être là est présent. Enfin, mais pas tous les matins, mais sinon, tu vois des clés qui seraient… est-ce que tu as des petites ritournelles qui font que tu réveilles ce désir d'être là? Ah bah ouais, quand c'est la 45e, tu vois, même au théâtre, hein, quand tu joues pour la 45e fois, il y a des soirs où tu n'as pas envie. Et comment tu fais pour avoir envie? Eh ben,
première chose, tu te nourris du public. C'est le public qui va tu te nourris de ton partenaire en général au théâtre, ça c'est évident, mais tu te nourris aussi du public. Au musée, c'est pareil. Au musée, tu as un groupe, et ben tu rentres tu rencontres globalement les gens. Ça, c'est un truc que je fais au jour le jour. Et puis pour moi-même, je creuse, je continue à creuser en fait. Voilà. Par exemple, là, j'ai vraiment un exemple idéal, c'est cette expo pionnière toujours au musée du Luxembourg. Il y a 40 artistes. Sur les 40 artistes, il y en a 35 qui sont littéralement inconnus. Donc là, je terminerai avec l'une d'entre elles, je vais vous montrer ça juste pour le plaisir. Je voulais juste revenir sur ça. Mon premier objectif absolument, c'est que le public se dise c'est pour moi. Donc, et au théâtre, encore une fois, quand tu fais une préparation pour un personnage, il y a une certaine manière de se préparer, c'est de donner un objectif à ton personnage, et pour atteindre cet objectif, tu as une action. Et moi, mon objectif, donc souvent je réfléchis comme ça, et moi, mon objectif, c'est que le public se dise c'est pour moi. Mes verbes d'action, carrément tu réfléchis par verbe, ça peut être, j'en ai noté quelques-uns, se rassurer, rendre accessible, désacraliser, faire sourire, faire rire, etc. Et à ce moment-là, je vais me poser des questions au fil de ma préparation, en me disant à quel moment par exemple, sur quel tableau je pourrais faire sourire ou raconter une anecdote. Exemple, il y a une peintre dans cette exposition qui s'appelle Marevna, qui vient à Paris, voilà, dans 1913, etc., blablabla, qui peint, machin. Bon, ça, c'est pas. L'anecdote, c'est que ça n'a rien à voir, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui rend la chose moins impressionnante. Elle a eu une histoire d'amour, cette femme, avec Diego Rivera. Diego Rivera, Frida Kahlo, etc. Ben, je me sers, moi, de ce genre de trucs qui sont pas forcément en lien avec l'œuvre dont je parle exactement, mais qui va encore une fois, les gens en général connaissent Frida Kahlo, connaissent pas forcément Diego Rivera, mais j'ai nommé Frida Kahlo. Donc voilà, là encore, je connais. C'est vachement important que les gens puissent se dire je connais. S'ils connaissent, tu vois, si tu es trop dans quelque chose d'une position de sachant, au bout d'un moment, tu les perds. Il faut vraiment qu'il y ait un fil comme ça. Deuxième objectif que j'ai, c'est qu'ils se mettent en action. Ça, c'est vachement important. Un public passif, un public où tu parles tout le temps, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Hein. Donc, à certains moments comme ça, moi, je vais devant des choses simples, encore une fois, devant des tableaux, je pose jamais des questions pièges. Et un autre truc aussi que je fais, que j'ai appris à faire, parce que c'était pas évident au départ, j'accueille toujours la réponse, quelle qu'elle soit. Tu vois, je suis jamais dans quelque chose de négatif. Ça m'a demandé parce qu'au début, quand il y avait une réponse à côté de la plaque, ça se voyait sur moi que c'était à côté de la plaque. Ça, j'ai vraiment appris à accueillir tout. Et je vais vous montrer un exemple, c'est tout, parce que en plus, ça fait trop plaisir. Dans l'exposition pionnière, toujours, vous avez ce tableau de Suzanne Valadon. Attends, non, il faut que je le partage. Partage, tac. Voilà, qui est une merveille de tableau. Et là, il y a plein de possibilités de questions très simples. Les questions, ça peut... Évidemment, la première, c'est qu'est-ce que vous voyez après, ça peut être est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque, est-ce qu'il y a quelque chose qui est inattendu, etc., etc. Et ça marche très bien. Au début, ça ne marche pas. Les gens ne répondent pas. Mais il y en a en général un qui va se lancer et ça va décoincer les autres. Et après, on a un vrai échange autour d'un tableau comme celui-là. Autre exemple, un tableau absolument exceptionnel, c'est ce tableau de Amrita Shergill, encore une fois une des filles une des peintres de cette exposition. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez derrière elle une ombre. Là, une ombre masculine. Et là, c'est pareil, je demande d'abord qu'est-ce que vous voyez, etc. Et puis petit à petit, on en vient à partager et j'émets des hypothèses. Parce que ce tableau-là, par exemple, il n'y a pas de doxa sur ce tableau-là. Cette ombre, c'est... voilà. Et j'émets plusieurs hypothèses et je leur propose aussi de réagir à cette hypothèse, d'être... voilà.
et éventuellement m'en proposer d'autres. Et ce qui est génial, c'est que ce tableau-là, il fait beaucoup d'effets. Et je ne sais plus, il y a 2 ou 3 jours, il y a quelqu'un qui me fait remarquer quelque chose, c'est que l'ombre derrière cette femme, donc cette ombre, le tableau s'appelle Autoportrait en tahitienne. Il y a une référence évidente à Gauguin et il y a une référence, comme vous le voyez derrière aussi, soit au Van Gogh qui met des estampes japonaises derrière son autoportrait ou derrière des portraits, soit au pays d'origine du père de cette jeune femme, au continent d'origine, c'est-à-dire l'Asie. Et donc, je leur propose, est-ce que vous seriez d'accord que cette ombre est à voir avec l'emprise, par exemple l'emprise des maîtres comme Gauguin ou Van Gogh, par exemple, dont cette jeune fille veut se débarrasser. Et puis, je développe comme ça. Et à ce moment-là, se crée un dialogue. Et l'autre jour, il y a un monsieur qui me fait, mais regardez ici, on a l'impression qu'elle retient le bras de l'ombre. Vous voyez, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez la souris? Voilà. Et ça, c'est génial quand il se passe un truc comme ça. C'est quand le mec, un des membres du public, il me fait découvrir quelque chose à moi. Ça veut dire que dans ta méthode d'animation, c'est ce que j'en comprends, tu essayes de remettre le public dans des sensations qui sont proches de l'émotion que tu as ressentie au départ dans ta première visite. Ouais. Pour qu'ils puissent… alors, bon, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans les formations, hein, l'approche par l'émerveillement, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas le savoir de quoi que ce soit dans le lieu et dans l'environnement dans lequel on est, la première manière de le mettre en vie, c'est de lui proposer de rentrer dans ses sensations et dans ses émotions. Mais c'est ça que je ressens, c'est que dans le dialogue, si tu veux les rendre actifs, il faut les remettre dans leurs émotions. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent parler et qu'ils deviennent intelligents, en fait. Parce qu'en fait, leurs émotions sont toujours intelligentes. Physiquement, toi, pour arriver à ça, moi, ce que je fais, c'est que je me remets devant le tableau et je le re-regarde avec eux, mais je le re-regarde pour de vrai, quoi. Et c'est à ce moment-là, il se passe un truc entre nous, quoi. Souvent, je me mets face, tu vois, quand je parle de trucs, quand je donne des informations, etc. Là, je vais plutôt me mettre face. Mais quand quand je pose des questions ou quand on se remet à regarder un tableau, je me mets vraiment au même endroit. Et on regarde ensemble. Et je constate que c'est un bon endroit. Ça marche bien, quoi. Quand tu es… voilà. Alors, c'est sûr que quand tu dis 25 personnes, c'est moins facile, mais ça marche quand même. Et du coup, quand tu ouvres parce que tu disais, il faut tenir 1h15. Ouais. Tu disais pas il faut, mais tu dis 1h15, c'est bien. Et puis, tu disais, tu as calibré ton… Donc, ça veut dire quand on t'entend, on est quand même sous la contrainte d'un schéma, d'un horaire et tout ça. Mais si tu mets des personnes, si tu as un groupe devant la peinture que tu viens de nous montrer et que tu laisses ouvrir les émotions, les hypothèses, tu en auras plusieurs hein, sur le tableau que tu nous as montré. Hein. Parce qu'on a un personnage qui est en termes de genre voilà, très ouvert. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Est-ce que l'homme, c'est pas le ressenti de la personne. Enfin, tu vois, donc tu peux aller loin, dans le dialogue. Oui. Et du coup, tu peux te perdre aussi par rapport à ton timing. Comment tu fais là? Ah non, parce que mon timing, je l'ai dans le… Ouais, mais tu es obligé d'accueillir vite pour le coup, parce que tu sais que derrière, tu ne vas pas y passer un quart d'heure à cette affaire. Je vais sauter une autre œuvre. Ouais. Tu vois, dans cette exposition-là, c'est comme ça, en tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est ce qui s'est passé, tu vois, avec ce tableau-là. Ouais. En plus, en général, ça me permet aussi de raconter des choses importantes par rapport à l'artiste. Par exemple, elle est d'origine à la fois hongroise et indienne. Donc, il y a aussi cette double culture qui rentre dans le tableau. Enfin, il y a plein de choses. Okay. Mais juste pour finir… vas-y, t'as le temps. Troisième objectif que j'ai, c'est que les gens ne s'emmerdent pas. Il n'y a rien de pire, je trouve, parce que le fait que d'avoir été comédienne, j'ai aucun problème pour regarder le public et je reçois comment ils reçoivent ce que je raconte. Et s'ils s'emmerdent, ça se voit tout de suite. Et à ce moment-là,
je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être couper certaines choses. Enfin, il faut construire sur le moment. Il y a des trucs qui sont chiants, et ben tu vas peut-être les zapper. C'est pas que les gens n'arrivent pas à entendre. Donc tu vas le zapper, c'est pas grave, tu vas apporter autre chose. Et je me suis rendu compte que les infos, les dates, les machins, les circonstances, les trucs, c'est très important si tu peux le raccorder à ce qu'on voit. Si ça reste abstrait, si ça reste au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol. Et donc, moi, j'ai fait vachement attention à ça. Et j'ai vraiment constaté ça, qu'il faut partir d'une œuvre. Vraiment, c'est ce qu'on a devant les yeux qui fait qu'on va être vivant. Et on va changer de rythme. Il faut changer de rythme souvent. Partir tu fais une petite partie justement sur ces informations de contexte, de tout ce que tu veux, et hop, changer de rythme sur de la technique par exemple. Ça me paraît important. Il faut aussi, dans les expos maintenant, il y a très souvent du son, et moi j'aime beaucoup aussi couper carrément, casser le rythme en disant vous entendez. Et s'il y a une bande-son, par exemple, dans l'Expo Pionnière, il y a des chansons, par exemple, formidables. Et hop, et on est passé dans un autre rythme, et ça, c'est vachement important aussi. Tu as cassé le truc. Ce que tu dis là à la fois me surprend un peu, parce que tu n'es pas du tout en train de parler de visite famille ou de visite à un public qui serait plus difficile ou moins inattentif que les autres. Tu parles de ton public des visites guidées. Dans les visites dont tu parles, est un public potentiellement averti d'art et tout ça. Donc, on est bien sur de la visite guidée. Ça doit durer 50 minutes et ça a commencé à 11h30. Absolument. Alors, il faut que Annie Franklin ferme son micro et je vais couper le sifflet. Et du coup, ça veut dire que même par rapport à un public qui est entre guillemets, qui potentiellement est averti, tu veilles toujours à cette affaire-là, à faire qu'il soit vivant. C'est ça, hein? Absolument, ouais. Oui. Absolument. C'est une permanence, ça. Et tu te gardes la liberté de dire à un moment donné, si je vois que ça peut être le groupe de ce matin, ça peut être si je vois que ça ne matche pas, là, je change et je redonne de la vie et du rythme. C'est ça, hein? Exactement. Et ça, c'est toute ma préparation qui me permet de faire ça. Parce que j'en ai beaucoup, j'ai préparé beaucoup et je vais utiliser 20% de ce que j'ai préparé. Mais j'ai beaucoup dans mon sac à dos, quoi. Et du coup, je peux vraiment m'adapter. Ouais, donc ça veut dire que ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est la trame. Mais ça veut dire que quand tu rentres dans la visite, tu ne vas pas forcément la respecter, puisque de toute façon… pas du tout. Ouais, ça, c'est ma bibliothèque, quoi. Enfin, je sais pas comment… C'est mon texte de base, ouais. Ok. Alors, est-ce que… C'est midi et quart. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rebondir? Je vois Nadia qui hoche la tête dans son soleil rouge. Non. Allez-y, ouvrez le micro. Si vous avez une question, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? C'est Cécile? Cécile, oui, bonjour. Bonjour Cécile. Allez, vas-y, pose-nous ta question. Si tu veux. En fait, j'avais juste une réaction par rapport au mouvement et à capter l'attention du public. Parce que, en fait, ça rejoint un peu le théâtre. Parfois, il faut capter physiquement les gens. Moi, je travaille à l'atelier Cézanne, qui est un petit espace. Donc, les gens sont assis. J'ai l'impression d'être dans une classe avec des bons élèves qui écoutent plus ou moins. À Aix-en-Provence. Oui, à Aix. Et au bout d'un moment, certains s'endorment. Donc, ils sont à côté du poêle et ils dorment. Donc, en fait, je bouge beaucoup. L'intonation aussi, la voix, les changements de rythme et aussi de volume. Et puis, leur poser des questions. Pas tout leur donner sur un plateau, vous regardez. En fait, je leur demande d'observer au maximum. Alors, ce sont des visites qui sont hyper timées. Je ne respecte jamais l'horaire parce que j'ai une trame, mais beaucoup dans mon sac à dos. Et ça laisse peu de temps, malheureusement, à l'interaction.
Voilà. Mais bon, Bruno connaît les lieux. Généralement, j'ai 20 minutes. Si j'arrive à tenir, c'est impossible pour moi. Voilà. Donc, je finis dehors. Je les amène dehors, je les accompagne dehors et on continue. Et il y a les petites anecdotes sont effectivement très importantes parce qu'ils ont l'impression d'avoir le petit secret du lieu, la petite chose différente. Et je le fais pas systématiquement, mais ça, c'est vrai que les enfants, surtout quand il y a des enfants, c'est très difficile pour eux. Et quand on va leur raconter l'histoire de l'Olivier de Cézanne, qui est juste devant, c'est magique. Voilà. Merci Cécile. Juste un truc par rapport à la voix, ça, je trouve que c'est vachement important ce qu'a dit Cécile. Moi, je travaille essentiellement dans des musées où on est équipé. Donc, on a une possibilité, j'ai un micro, donc, et on a une possibilité de moduler aussi beaucoup. Et c'est très utile parfois, par exemple, pour unifier un groupe, de parler bas. De chuchoter parfois. Enfin, il y a vraiment plein de variations possibles pour, encore une fois, amener le groupe à être avec moi. Voilà, je fais ça aussi beaucoup. Oui, ça, c'est un super outil. Je t'ai vu, Patricia, à l'Expo Gréco. Ça devait être un samedi où il y avait peut-être, je ne sais pas, en même temps, 400 personnes dans l'expo. Ça veut dire qu'on était à Lourdes, quoi. On était comme ça. Et le groupe que tu pilotais était une sorte d'animal indépendant au milieu des gens qui visitaient. Et ils te suivaient vraiment comme toi, poisson pilote, mais grâce au principe du petit casque et du micro. C'est-à-dire que tu étais très proche d'eux, il y avait ce petit groupe qui avançait. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable outil. Et c'est vrai que Cécile, tu es sous la pression de la foule parfois à Aix, on l'avait vu à la télé César. Oui, et puis on n'a pas de micro, alors on n'a qu'une pièce, mais du coup, on ne peut pas jouer à ça. Tout à fait. Mais bon, on arrive quand même à moduler. Enfin, moi, j'arrive à moduler. Est-ce qu'il y a d'autres… Merci Cécile. Est-ce qu'il y a d'autres… Allez-y, prenez la parole. Moi, j'avais une question juste pour rebondir sur ce que vous étiez en train d'évoquer par rapport à l'équipement d'appareils lors de visites guidées. Nous, à ce jour, moi, je travaille pour l'Office de tourisme de Bayeux Intercom en Normandie. À ce jour, on travaille essentiellement en extérieur à l'exception de la cathédrale. On n'est pas du tout appareillé avec ma collègue. C'est quelque chose qu'on se refuse à faire parce que pour avoir vu beaucoup de guides indépendants venir avec des groupes, on s'est rendu compte que ça coupait beaucoup en fait le public de son guide. Les gens vaquent à leurs occupations à droite à gauche, vont prendre des photos, ils font presque leur visite de manière indépendante juste en ayant la voix du guide dans l'oreille. Et on avait la sensation du coup que ce genre d'appareillage, en tout cas pour notre contexte à nous, c'était pas forcément favorable. Alors, je ne sais pas comment vous arrivez justement à conserver l'attention de vos visiteurs. Peut-être que le lieu étant plus petit, ils n'ont pas forcément le choix que de vous suivre, je ne sais pas. C'est une remarque. C'est marrant, moi au début j'étais très contre les micros, hein, parce que j'adore enfin voilà, j'adorais la relation avec les gens. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que ça apporte au fil du temps. Et il ne faut pas s'inquiéter qu'il y en ait certains qui vivent leur vie. C'est pas grave du tout parce qu'en fait, ils sont quand même avec vous. Et puis quand vous allez montrer quelque chose ou il faut vraiment partir des œuvres, ils vont vouloir le voir et du coup, paf, ils vont revenir. Et ça permet d'être assez souple, moi je trouve, dans sa manière de guider. Et finalement, j'adore ça maintenant. Ça me, ouais. Et puis en plus, à l'intérieur, c'est vrai que par rapport aux autres personnes, on est dans une intimité qui est vachement agréable. On est un groupe, quoi. Voilà. Ouais, je pense aussi, Claire, que en extérieur, quand on n'a pas la pression d'un public qui est extérieur à la visite, le sans micro est quand même préférable. Mais quand vous êtes sous la pression dans un endroit où il y a beaucoup de monde, du coup, ça devient une vraie contrainte que d'avoir plein de gens. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Ouais, du coup, le micro devient une manière de rassembler. Et c'est ça qui est… Bon, après, il y a aussi vous l'avez vu, Patricia, je n'ai jamais fait une visio avec quelqu'un que je ne peux pas quitter des yeux. C'est-à-dire que Patricia, elle a une capacité de capter que vous voyez dans la visio là, mais qui est réelle aussi dans la vie. C'est-à-dire que quand on met de l'énergie et de la présence dans le regard, en regardant les gens, les trois quarts sont un peu obligés d'être là. Donc, il y a aussi cette compétence-là. Claire, je vous ai coupé.
Non, enfin, je disais qu'effectivement, on a la contrainte d'être en intérieur. Alors, surtout dans un lieu religieux, c'est pas toujours évident. On ne peut pas se permettre de brailler à l'intérieur d'un lieu religieux, même si c'est un lieu très touristique. La connotation principale du lieu, c'est quand même la religion. Donc, c'est pas forcément évident pour nous d'être audible en criant. Donc, c'est vrai que du coup, l'appareil à ce moment-là peut être efficace. Après, c'est vrai qu'on ne l'a pas expérimenté, nous, personnellement. C'est juste le regard que j'ai eu par rapport à des guides qui l'utilisaient et qui rentraient dans le bâtiment. Peut-être aussi qu'ils n'étaient pas en capacité de conserver l'attention de leur public, et ce qui faisait que les gens allaient à droite et à gauche, hein, ce qui est fort possible aussi. Il y a aussi une tendance, chez nous, on est dans une région quand même assez touristique à côté des plages du débarquement, et on a tendance à avoir un peu de la consommation de masse de temps en temps. Et je pense qu'il y a certains guides indépendants qui sont aussi dans une espèce d'automatisme, qui appuient sur un bouton et puis voilà, qui partent comme on peut l'être nous aussi en saison parfois. Donc c'est vrai que l'idée de ce que vous disiez, je change presque un peu de sujet, mais de ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ces 45 représentations, nous, des fois, on est 4 fois dans la journée à faire quasiment la même visite pour retrouver l'énergie de repartir avec d'autres gens et de faire comme si c'était la première fois qu'on guidait avec eux. Et ça, c'est un peu compliqué, surtout en fin de saison. Oui, ça, c'est une certitude. Après, c'est vrai que le micro, il rapproche si la personne qui anime a des secrets à dire, a des émotions à partager. Voilà. Si le micro, avec un discours classique, il n'arrange rien par rapport à une visite classique. Oui, et c'est peut-être ça, moi, qui m'a un peu perdu dans mon appréciation de l'utilisation du micro. Ouais. D'autres, merci Claire, merci beaucoup. Est-ce que d'autres réactions? Qui veut partager, qui veut échanger? Rien pour l'instant. Tac, tac, tac. Coraline, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'Udophone peut être un bon outil pour justement garder l'attention du public lors d'un déplacement d'un lieu à un autre. Ce temps qui peut sembler perdu sans Udophone peut être l'occasion de raconter une anecdote. Oui, ça permet de mettre du lien dans un passage. Merci Coraline. En attendant les dernières questions, moi je suis frappé, je suis très heureux de découvrir ça aussi ce matin, malgré le fait qu'on avait déjà échangé, Patricia. C'est ce rapport à l'émotion. C'est-à-dire qu'à la sortie, tu cherches en permanence. Je suis au bureau, il faut gérer le bazar. Tu es tout le temps en train de chercher à capter l'émotion et à permettre au public de rentrer dans une émotion pour permettre le dialogue. C'est ça, hein. Ouais. C'est au cœur quand même du truc. Tu les tiens par l'émotion comme tu les tenais par l'émotion au spectacle. Quoi, hein. Ouais. Et je pars de la mienne, mais très souvent, surtout avec les enfants, mais il te renvoie. Moi, il me bouleverse, hein, franchement. Ils sont tout de suite dedans. Ouais. Mais ils sont dedans. Et alors, ce que je fais avec les enfants, c'est que je me mets toujours agenouillée, enfin, je sais pas comment dire, pour les voir. En général, ils sont assis devant les œuvres. Et je me rappelle d'une séance devant un douanier Rousseau, mais il te sort des trucs, et ça me bouleverse. Et je pense je suis sincère quand je suis bouleversée, où il y en a un devant un Van Gogh, un petit môme de 7 ans, ou je sais pas quoi, qui sort « C'est l'amour », parce que je demandais quelle émotion, voilà, qu'est-ce que ça vous fait, etc. Et ils doivent, je pense qu'on communique comme ça aussi, beaucoup. Et avec les adultes aussi, mais c'est moins voilà, les adultes, il faut aller les chercher, hein, parce qu'ils sont moins reliés, quoi. Ils sont moins frais. Et Maxime, tiens, il y a un homme dans cette vidéo. Bonjour Maxime. Vous nous dites comment rajoutez-vous un manque dans la muséographie par le biais de tablettes, photocopies. C'est quoi les accessoires que tu utilises? Ça doit être un iPad essentiellement. Pas l'iPad. Ouais. Et tu vois, j'étais très contre au début. Je me disais non, les œuvres doivent se suffire à elles-mêmes. Oui, mais non, en fait, franchement. Et ça, j'ai fait un gros travail aussi quand la scénographie ou même l'expo elle-même, hein, est
à mon sens. Pour moi, encore une fois, c'est très subjectif ce que je dis. Hein. Il y a des expos qui ne me parlent pas du tout. Et pour trouver mon désir à moi, enfin le plaisir de raconter tout ça, je vais chercher ce qui me manque. Et je le mets sur ma tablette. Ouais, c'est-à-dire que ton baromètre, c'est d'abord toi, ton émotion et le désir d'être là, en fait. Ouais. En te disant, si je n'ai pas de désir, je ne pourrais pas partager. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres réactions Moi, j'ai une question encore, Patricia. Si tu devais donner un… Bon, parmi nous, il y en a plein qui n'ont jamais fait de théâtre, hein, et même pour qui, pour certains, la présence face au public reste une difficulté jusqu'au bout de leur carrière. Moi, j'en croise plusieurs en formation comme ça, où les guides dans le métier, c'est d'être avec des gens et qui ont cette difficulté, cette peur du public. Tu conseillerais quoi comme exercice quelqu'un qui voudrait… alors évidemment, on peut pas se réinventer un talent ou 30 ans d'expérience de théâtre, mais tu conseillerais quoi pour être plus à l'aise par rapport à cette dimension à la fois émotionnelle, mais aussi de présence au public, de présence du corps au public? Tu auras envie de conseiller quoi? Tu as une idée là-dessus? Le premier truc qui me vient à l'idée, c'est de s'adresser à des vrais gens. Enfin, c'est pas avoir un discours au-dessus, mais vraiment s'adresser aux gens qui sont là. C'est-à-dire regarder dans les yeux et s'adresser pour de vrai à des vrais… Moi, quand je prends toujours, et je change tout le temps, hein, évidemment, je m'adresse à des vraies personnes, quoi. Je parle à quelqu'un. Et ça, je pense que ça aide beaucoup à être dans une vraie relation, quoi, enfin, où il y a un truc réel qui se produit. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Non, c'est pas galère, on comprend Bon. de parler à quelqu'un. Cécile nous complétait en disant le regard. Travailler le regard. Regarder les gens dans les yeux et tu reçois tout de suite si ça va pas. Donc, et aussi, moi, ce que je fais aussi pas mal, c'est que je me mets… Je pense à cette expo toujours pionnière, c'est une expo de femmes. Donc, par exemple, je dis nous beaucoup. Nous, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais tu vois, je ne me mets pas à part. Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut aussi… alors, il existe des formations multiples là-dessus, hein, sur la présence au corps et tout ça, mais être présent aux gens, être présent à la personne, être présent dans le regard, ça veut dire qu'il faut aussi être sorti de soi-même de sa peur. De sa peur de l'autre, de sa peur d'être à côté, de sa peur de ne pas en savoir assez, de sa peur, voilà. Et c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de guides qui vivent dans la peur. Je trouve ça terrible. Ah ouais. Et il y a vraiment besoin je pense, de travailler cette… Il faut se rassurer sur son savoir déjà. Moi, au départ, quand j'ai démarré, je ne me trouvais pas légitime du tout par rapport à toutes ces personnes qui avaient 30 ans d'expérience. Et en fait, je me suis rendu compte que la chose, enfin, on en sait, si on a bien travaillé, il faut travailler. Ça, alors ça, c'est une règle de base. Ça demande beaucoup de travail, mais on doit se rassurer. Enfin, on sait assez. Et puis si, moi, un truc aussi, ah oui, j'ai oublié de dire, moi, si je sais pas, je sais pas. Voilà, c'est pas grave du tout. Et je dis, même une fois, j'étais fâchée parce que j'ai trouvé la réponse 3 heures plus tard dans ma tête. Mais voilà, c'est pas grave. C'est beaucoup une question de se rassurer soi pour être présent à l'autre, effectivement. Oui, et puis on est tous à égalité, hein, parce que même c'est pas les 2 jours, 3 jours de travail ou même les 30 ans de métier et qui nous donne plus de légitimité par rapport aux êtres humains qu'on emmène, en fait. Hein. Parce que les sensations, on a tous des sensations et un imaginaire différent. À chaque mot prononcé, ça emmène chacun dans des lieux différents. Donc, on est juste là pour proposer un passage et d'être vivant ensemble dans un univers. C'est ça notre job. Hein. Donc, il faut se détendre, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok, écoutez, c'est 12h30. Alors, il faut aller manger. Hein. Et puis, c'est pas la peine de… Voilà, c'est un petit format d'1 heure. En tout cas, Patricia, moi, je voulais vraiment te remercier. Là, j'aurais bien continué. Et puis, continuer avec… C'est moi. Merci de ta présence. J'ai adoré, je pense tous. Hein. Vous n'êtes pas bavard, mais
On a vu tes mains, on a vu toute ta gestuelle, on a vu tes yeux, donc on a bien compris. Voilà. J'ai mis dans le premier lien, vous avez vu au fil de l'art hein, pour te retrouver sur Internet. Et puis, vous tapez Patricia Clément sur Internet, visite, et vous allez la trouver. Tu ne nous as pas parlé des visites et des conférences que tu donnes en ligne, mais il y a aussi des temps de conférences que tu proposes avec… Avec Charlotte, ma copine Charlotte, ouais. Et donc, on peut… Ça, on a commencé à faire ça pendant le confinement. Ouais. Et en fait, on a eu une idée, mais après, je me tais. Hein. Après, on a eu une idée, enfin, c'est Charlotte qui a eu une idée, c'était de proposer 15 minutes par jour sur une œuvre du Louvre et de le faire gratuitement. Et en fait, ça nous a amené mais un monde, et en fait, on a fait ça pendant un mois, hein, tous les jours. Hein. C'était vachement de boulot. Mais depuis, on a un public fidèle qui nous suit. Bon, il faut qu'on continue à travailler. Parce que le site, vous verrez, le site, il est pas complètement à jour. Voilà, ça demande beaucoup de boulot, ça aussi, et c'est nous qui le faisons. Donc, bon. Bon, Patricia, merci. Je vous donne rendez-vous à tous le 9 juin pour la prochaine belle rencontre. On accueillera Delphine Diedrich, qui est la directrice d'un site qui s'appelle Utopia, qui est en Belgique, dans les Ardennes. Et c'est un site qui a été créé par le maire de ce village. C'est un village qui a été entièrement rasé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les enfants souffraient de ne pas pouvoir exprimer leurs émotions. Et ils ont créé un espace, et qui aujourd'hui est un espace formidable, qui a pour seule vocation de permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions. Donc, c'est vraiment un lieu très atypique où Delphine Diedrich se bat un peu toute seule dans son coin sur ce projet. Le site est moderne, c'est magnifique. Et on s'est croisés en 2017 et on s'est dit, mais pourquoi on ne montrait pas une communauté de gens qui vivent les mêmes passions de partage, et là, en spécifique pour les enfants. Voilà, c'est aussi c'est le lieu de ces belles rencontres. Donc, 9 juin, 11h30. Patricia, merci beaucoup. Merci à toi. Tu me fais visiter aujourd'hui? Oui, ce soir, je suis à Orsay. Orsay. Ouais. Ah oui, pour Gaudi. Non, là c'est une visite générale. Visite générale Orsay. Ok, super. Merci à toi.